L'empreinte mesurait 45 cm de long et s'enfonçait de près de 5 cm dans un sol dur et compact. Un garde forestier la découvrit sur un sentier isolé du Pacifique Nord-Ouest en 1967. L'une des plusieurs dizaines de traces menant d'un lit de ruisseau jusqu'à une pente raide et disparaissant dans une forêt dense. Il photographia les empreintes, réalisa des moulages en plâtre des spécimens les plus nets et déposa un rapport que ses supérieurs enfouirent discrètement dans un tiroir pour ne pas embarrasser l'agence. À 5000 km de là, 15 ans plus tard, un chasseur dans les Everglades de Floride découvrit des traces similaires traversant une clairière boueuse, 45 cm de long, 5 orteils, les mêmes proportions caractéristiques s'enfonçant dans le sol meuble avec une profondeur suggérant des centaines de kilos derrière chaque pas. En 1995, un randonneur dans les montagnes de l'Est de l'Ohio découvrit des empreintes correspondant à la même description le long d'une crête isolée. Même longueur, même disposition des orteils, même largeur inhabituelle, même profondeur d'impression suggérant le même poids approximatif. En 2008, un employé du service des forêts du nord de la Californie photographia des traces qui auraient pu avoir été laissées par le même pied qui avait imprimé des empreintes dans l'État de Washington 4 décennies plus tôt. Proportions identiques, espacement des orteils identiques, caractéristiques anatomiques identiques qu'aucun animal connu ne produit. Depuis plus d'un siècle, ces traces apparaissent à travers le continent nord-américain. Elles ont été trouvées dans l'État de Washington, l'Oregon, la Californie, l'Idaho, le Montana, l'Ohio, la Floride, le Texas, le Kentucky et des dizaines d'autres États. Elles ont été découvertes par des chasseurs, des randonneurs, des gardes forestiers, des policiers, des biologistes animaliers et des personnes ordinaires qui sont tombées sur quelque chose qu'elles ne pouvaient pas expliquer et qu'elles auraient souvent préféré ne jamais avoir vu. Les signalements individuels sont faciles à écarter. Les canulars existent. Les gens sculptent des pieds en bois et les impriment dans la boue pour attirer l'attention ou s'amuser. Les erreurs d'identification arrivent. Les traces d'ours peuvent paraître étranges dans certaines conditions. La pareidolie existe. Les gens voient des motifs là où il n'en existe pas, parce que le cerveau humain est câblé pour trouver du sens dans le hasard. N'importe quel signalement individuel d'empreinte de Bigfoot peut être écarté avec un minimum d'effort. Mais quelque chose a changé lorsque des chercheurs ont commencé à comparer systématiquement les traces entre elles. Des schémas ont émergé qui ne devraient pas exister si toutes les traces étaient des canulars. Une cohérence anatomique est apparue à travers des décennies et des milliers de kilomètres qu'aucun faussaire non coordonné ne pourrait maintenir. Et lorsque l'intelligence artificielle a été appliquée à la base de données accumulées de preuves de traces, comparant des centaines de spécimens à l'aide d'algorithmes de reconnaissance de motifs détectant des relations invisibles à l'analyse humaine, les résultats ont soulevé des questions auxquelles les sceptiques ont eu du mal à répondre. Les empreintes racontent une histoire, et cette histoire ne correspond pas à l'explication du canular. L'étude scientifique des traces de Bigfoot. L'étude scientifique des traces de Bigfoot a véritablement commencé dans les années 1970, principalement grâce aux travaux de Grover Krantz, anthropologue physique à l'Université d'État de Washington. Krantz n'était pas un croyant lorsqu'il a commencé à examiner les preuves. C'était un universitaire traditionnel spécialisé dans l'évolution humaine qui n'avait aucun intérêt à compromettre sa réputation professionnelle en s'associant à des sujets marginaux. Lorsque des collègues lui montrèrent pour la première fois des moulages en plâtre de traces supposées de Bigfoot, il s'attendait à les identifier rapidement comme des faux évidents et à passer à des recherches sérieuses. Ce n'est pas ce qui se passa. Krantz remarqua quelque chose dans les traces qui le troubla professionnellement. L'anatomie du pied était incorrecte, mais incorrecte d'une manière qui suggérait une réalité biologique plutôt qu'une fabrication humaine. Le pied humain possède une voûte plantaire rigide. Lorsque nous marchons, nos pieds fonctionnent comme des leviers relativement rigides qui poussent sur les orteils. Cette rigidité est une adaptation à la locomotion bipède qui a évolué sur des millions d'années lorsque nos ancêtres ont progressivement abandonné la vie arboricole pour la vie terrestre. Les traces de Bigfoot montraient quelque chose de différent. Elles montraient une rupture métatarsienne, un point de flexibilité au milieu du pied où les os semblent se plier lors de la locomotion. Cette caractéristique est présente chez les grands singes comme les chimpanzés et les gorilles, dont les pieds fonctionnent davantage comme des appendices préhensiles flexibles que comme des plateformes de marche rigides. Elle est absente chez les humains modernes et l'a été dans la lignée humaine depuis des millions d'années. Les faussaires de 1967 auraient eu besoin de comprendre la biomécanique des pieds des primates à un niveau que peu d'anthropologues physiques possédaient à l'époque. Ils auraient dû savoir que les grands singes ont des pieds flexibles tandis que les humains ont des pieds rigides. Ils auraient dû concevoir un faux pied qui reproduisait cette flexibilité lors de la marche, produisant des impressions de profondeur différentes à différents points de la foulée au fur et à mesure que le pied se pliait au milieu. Ce n'était pas une connaissance commune en 1967.
Ce ne l'était pas davantage en 1987 ou en 1997. L'information existait dans la littérature académique spécialisée, mais les faussaires auraient dû la chercher délibérément, comprendre ses implications pour la fabrication de traces, puis concevoir des pieds prothétiques sophistiqués reproduisant avec précision cette biomécanique sur des centaines d'empreintes individuelles. Et ils auraient dû le faire de manière cohérente sur des décennies, sur des milliers de kilomètres, sans aucune coordination, sans aucune communication, sans jamais être pris ou avoué. Krantz ne pouvait pas expliquer comment cela était possible. Il passa des années à essayer de démystifier les traces et échoua. Il conclut finalement, à contre-cœur, conscient du coût professionnel, que les traces montraient des preuves d'une espèce de primate inconnu habitant l'Amérique du Nord. Sa carrière académique en souffrit. Mais les traces continuèrent d'apparaître après sa mort, montrant toujours les mêmes caractéristiques anatomiques qu'il avait identifiées des décennies auparavant. Le Dr. Jeff Meldrum. Le docteur Jeff Meldrum a hérité de l'héritage de Krantz et l'a considérablement étendu. Meldrum est professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'Université d'État de l'Idaho, spécialisé dans la locomotion bipède et la mécanique des pieds des primates. Ses références académiques sont irréprochables. Il a publié abondamment dans des revues à comité de lecture sur des sujets allant de l'évolution des hominidés à la biomécanique de la marche et de la course. C'est exactement le type d'expert qualifié pour analyser des preuves sous forme d'empreintes. Lorsque Meldrum a commencé à collecter et analyser systématiquement des traces supposées de Bigfoot dans les années 1990, il a appliqué les mêmes méthodes rigoureuses qu'il utiliserait pour toute investigation anatomique. Il a créé une base de données de moulage de traces provenant de toute l'Amérique du Nord, documentant leurs dimensions, leurs proportions, leurs caractéristiques anatomiques et les circonstances de leur découverte. La base de données contient désormais plus de 300 spécimens, collectés sur plus de 50 ans dans des dizaines d'États et plusieurs provinces canadiennes. Lorsque Meldrum a analysé cette base de données, des schémas sont apparus qui défient l'explication du canular. Les traces montraient des proportions anatomiques cohérentes, bien qu'elles aient été trouvées par des personnes différentes, à des décennies d'intervalle, dans différentes parties du continent. Le rapport longueur-largeur restait stable. Les proportions des orteils restaient stables. La position de l'avant-pied par rapport au talon restait stable. Des preuves de la rupture métatarsienne apparaissaient de manière cohérente dans des spécimens séparés par des milliers de kilomètres et des décennies. Si chaque trace était un canular indépendant créé par des individus séparés sans connaissance des autres canulars, cette cohérence serait statistiquement impossible. Des faussaires indépendants sculptant des pieds en bois dans leur garage ne produiraient pas les mêmes proportions. Ils ne reproduiraient pas les mêmes caractéristiques anatomiques. Ils ne maintiendraient pas accidentellement des caractéristiques biomécaniques cohérentes sur 50 ans de fabrication indépendante. Les traces proviennent soit d'un vrai animal avec une anatomie cohérente, soit d'une conspiration coordonnée de faussaires qui auraient maintenu une cohérence anatomique parfaite pendant plus d'un demi-siècle sans jamais être détectée. La théorie du complot est en réalité plus difficile à croire que la créature elle-même. Les preuves des crêtes dermiques. Les preuves des crêtes dermiques ont poussé l'analyse encore plus loin dans un territoire inconfortable. Les empreintes digitales humaines sont formées par des crêtes dermiques, de minuscules lignes surélevées sur la peau qui créent les motifs distinctifs utilisés pour l'identification. Ces crêtes sont présentes sur les mains et les pieds des humains, ainsi que sur les mains et les pieds des autres primates. Les motifs sont individuels. Deux humains n'ont pas d'empreintes identiques, mais la structure de base est cohérente à travers l'espèce. Dans les années 1980, des enquêteurs ont commencé à remarquer ce qui semblait être des motifs de crêtes dermiques dans certains moulages de traces de Bigfoot. Dans un premier temps, cela semblait impossible. Les moulages en plâtre d'empreintes dans le sol ne devraient pas capturer le niveau de détail nécessaire pour préserver les crêtes dermiques. La suggestion qui le pourrait fut d'abord rejetée comme une pensée wishful. Puis des experts en criminalistique ont examiné les moulages. Jimmy Chilcutt était un expert en empreintes digitales qui avait passé des années à analyser les empreintes de primates à des fins d'application de la loi. Il avait examiné les mains et les pieds d'humains, de chimpanzés, de gorilles et d'autres primates, constituant une base de données de motifs de crêtes dermiques à travers les espèces. Lorsqu'il entendit parler des crêtes dermiques supposées dans les moulages de Bigfoot, il s'attendait à les démystifier rapidement. Il examina les moulages et trouva des motifs de crêtes qui ne correspondaient pas aux empreintes humaines ni à aucun primate connu dans sa base de données. Les crêtes étaient présentes et cohérentes avec une origine biologique plutôt qu'une fabrication. Elles montraient des caractéristiques suggérant un véritable motif dermique d'une espèce inconnue plutôt que des marques artificielles provenant de bois sculpté ou de caoutchouc moulé. Chilcutt fut troublé par ce qu'il trouva. Il avait abordé les preuves en sceptique, s'attendant à exposer une fraude.
Au lieu de cela, il se trouva incapable d'expliquer comment des faussaires auraient pu produire des motifs de crête dermique à des échelles microscopiques en utilisant des techniques de fabrication disponibles dans les années 1960 et 1970. Créer de fausses empreintes capables de tromper l'analyse légiste est extrêmement difficile même aujourd'hui avec la technologie moderne. Le faire dans les années 1960 avec des pieds en bois sculptés aurait été pratiquement impossible. L'analyse par intelligence artificielle. L'application de l'intelligence artificielle à la base de données de traces représentait une nouvelle phase dans l'analyse de ces preuves. L'analyse traditionnelle reposait sur des experts humains examinant individuellement des moulages et les comparant manuellement à d'autres spécimens. Cette approche était limitée par le nombre de comparaisons qu'un seul chercheur pouvait effectuer et par les biais inconscients que les observateurs humains apportent inévitablement à des preuves controversées. La reconnaissance de motifs par IA fonctionne différemment. Les algorithmes ne savent pas que Bigfoot est censé être un mythe. Ils ne portent pas d'hypothèse culturelle sur ce que les preuves devraient ou ne devraient pas être. Ils analysent simplement les données qui leur sont fournies et identifient des schémas dans ces données. Lorsque des chercheurs ont appliqué des algorithmes d'apprentissage automatique à la base de données de traces, ils cherchaient plusieurs choses. Premièrement, ils voulaient déterminer si les traces montraient une cohérence statistique suggérant une seule population source ou une dispersion statistique suggérant plusieurs faussaires indépendants. Deuxièmement, ils voulaient identifier des relations anatomiques entre les traces que l'analyse humaine aurait pu manquer, de subtiles similarités proportionnelles ou des caractéristiques biomécaniques apparaissant à travers les spécimens. Troisièmement, ils voulaient comparer les traces de Bigfoot à des bases de données de traces d'animaux connus et d'empreintes humaines pour déterminer si elles correspondaient à une espèce documentée. Les résultats furent frappants. L'IA trouva des relations proportionnelles cohérentes dans toute la base de données de traces, suggérant une seule source plutôt que plusieurs faussaires indépendants. Le rapport entre la longueur des orteils et la longueur du pied, l'espacement entre les orteils, le profil de profondeur montrant comment la pression était distribuée lors de la marche, toutes ces caractéristiques montraient des niveaux de cohérence qui seraient pratiquement impossibles à maintenir parmi des faussaires indépendants. La probabilité que des faussaires aléatoires produisent des traces avec ce niveau de cohérence anatomique fut calculée à moins d'une chance sur plusieurs millions. L'IA identifia également la rupture métatarsienne dans des traces où les analystes humains ne l'avaient pas précédemment remarqué. La flexibilité au milieu du pied laissait des signatures caractéristiques dans le profil de profondeur des traces, des signatures que l'algorithme détecta parce qu'il analysait la structure tridimensionnelle complète des moulages plutôt que seulement leur apparence de surface. Plus significativement, l'IA confirma que les traces ne correspondaient à aucune espèce connue dans ces bases de données de comparaison. Elles ne correspondaient pas aux empreintes humaines. Elles ne correspondaient pas aux traces d'ours, malgré les similitudes superficielles que certains sceptiques ont suggérées. Elles ne correspondaient à aucun primate connu. Elles ne correspondaient qu'à elles-mêmes. Les traces formaient leur propre catégorie, anatomiquement cohérentes, biomécaniquement cohérentes et totalement non identifiées. La distribution géographique. La distribution géographique des traces ajoute une autre couche de preuves que l'analyse IA a mise en lumière. Les traces ont été trouvées à travers tout le continent nord-américain, mais elles ne sont pas distribuées de manière aléatoire. Elles se regroupent dans des régions spécifiques, le Pacifique Nord-Ouest, les Rocheuses du Nord, les Appalaches, les marécages de la côte du Golfe, les forêts du Midwest supérieur. Ces regroupements correspondent à des conditions écologiques spécifiques. Les zones à haute fréquence de traces tendent à être densément boisées, peu peuplées et caractérisées par d'abondantes sources d'eau et une faune diverse. Elles ont tendance à avoir un terrain accidenté qui fournirait un couvert et rendrait les recherches systématiques difficiles. Si les traces étaient des canulars aléatoires, elles devraient apparaître là où les faussaires habitent. Elles devraient se regrouper près des centres de population. Au lieu de cela, elles se regroupent dans des zones sauvages éloignées des centres de population. L'IA a cartographié ces regroupements et les a comparés à des données écologiques sur d'autres grandes espèces animales. Le schéma de distribution était cohérent avec une véritable population biologique plutôt qu'avec un phénomène sociologique de faussaires humains. La coherenza temporelle. La cohérence temporelle des traces étant l'épreuve sur plus d'un siècle de documentation. Des traces correspondant aux spécimens modernes apparaissent dans des rapports des années 1800. Les descriptions sont cohérentes. Grandes empreintes ressemblant à des pieds humains, 5 orteils, largeur supérieure à la normale humaine, profondeur suggérant un poids significatif. Ces premiers rapports précèdent le phénomène moderne Bigfoot. Ils précèdent le film Patterson-Gimlin. Ils précèdent la couverture médiatique qui aurait soi-disant inspiré des canulars imitateurs.
Les gens trouvaient ces traces avant que la plupart des Américains n'aient jamais entendu parler de Bigfoot. Les traces de 1910 correspondent aux traces de 1970, qui correspondent aux traces de 2020. Les mêmes caractéristiques anatomiques apparaissent sur plus d'un siècle de découvertes. Soit une conspiration coordonnée de faussaires a maintenu une cohérence parfaite pendant plus de 100 ans, transmettant de génération en génération des connaissances secrètes sur la biomécanique des pieds des primates sans jamais être pris ni avoué. Soit les traces proviennent d'un vrai animal qui laisse des empreintes dans le sol nord-américain depuis plus longtemps que quiconque ne les cherche systématiquement. L'analyse IA n'a trouvé aucune variation statistiquement significative dans l'anatomie des traces sur toute la plage temporelle de la base de données. Les mêmes proportions, les mêmes caractéristiques, les mêmes signatures biomécaniques apparaissent dans les spécimens les plus anciens comme dans les plus récents. Un siècle de cohérence. Le film Patterson-Ginelin. Les séquences du film Patterson-Ginelin de 1967 incluaient des traces qui furent moulées sur place et ensuite analysées de manière extensive. Les traces correspondaient au profil anatomique des autres spécimens de la base de données. Elles montraient la rupture métatarsienne. Elles montraient des proportions cohérentes avec des traces trouvées à des milliers de kilomètres dans d'autres décennies. Si Roger Patterson et Bob Ginelin avaient truqué le film, ils auraient d'une façon ou d'une autre produit des traces correspondant à des preuves qu'ils n'avaient jamais vues, provenant de lieux qu'ils n'avaient jamais visités. Ils auraient obtenu la bonne anatomie par hasard. Ils auraient reproduit des caractéristiques qui ne seraient formellement identifiées et documentées que des décennies plus tard. Ils auraient atteint une cohérence avec une base de données qui n'existait pas encore. Ou ils ont filmé une vraie créature qui a laissé de vraies traces correspondant aux autres vraies traces laissées par la même espèce à travers le continent. La réponse sceptique. La réponse sceptique à l'analyse IA s'est concentrée sur la remise en question des données plutôt que de la méthodologie. Les critiques soutiennent que la base de données de traces pourrait être contaminée par des canulars sophistiqués, trompant même une analyse avancée. Ils suggèrent qu'un petit nombre de faussaires habiles aurait pu produire de nombreux spécimens, créant une apparence de cohérence grâce à une coordination des libs.